Bonsoir chers internautes, nous sommes samedi 2 décembre 2023. Alors vous voyez à l'écran, il y a notre ami Tristan. Il fait de très bonnes vidéos concernant la physiologie, tout ce qui tourne autour des sports, mais d'une façon plus poussée. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir un certain bagage, une certaine connaissance et connaître parfaitement le jargon du métier pour comprendre tout ce qui est dit dans ces vidéos, y compris dans certaines autres. Alors je vous invite tous à aller voir sa chaîne et de regarder plusieurs vidéos concernant justement la lactatémie, concernant les seuils, concernant la zone 2. Il a approximativement la même façon de penser que moi. Donc vous devinez que je suis d'accord avec lui. Déjà, au travers des quelques vidéos que j'ai déjà faites depuis que j'ai ouvert ma chaîne, vous avez pu sentir que moi et les seuils, la FTP, la PMA, etc., je prends ça avec des pincettes. Alors, Tristan, sur sa chaîne, ainsi que certains de ses invités qui sont des professionnels de l'entraînement, parlent justement et sont en harmonie pour dire que le seuil n'existe pas en tant que tel, dans les propres sens du terme, mais qu'il faut avoir une autre interprétation de ce que beaucoup pensent des seuils, par exemple. Alors moi, dans cette vidéo, étant donné que je suis un vieux par rapport à vous tous qui m'écoutez, je vais bientôt avoir 68 ans, je vais mettre mon expérience personnelle par rapport à ce que vous ne trouverez pas sur la toile. C'est-à-dire un ex-mec sportif qui a démarré sa carrière très tôt au niveau de la compétition dans les années 70, début 70, nous verrons ça un petit peu plus loin, je vais quand même étoffer un peu mon palmarès, et qui a été, pour ainsi dire, son propre entraîneur. C'est ça qui est bien, parce que je vais vous parler de ce que moi, je trouvais personnellement en adaptant à ma physiologie, à ma morphologie, et puis à mes ressentis. Et vous verrez que mon entraînement que je faisais à cette époque n'est pas très loin de ce qu'il se passe dans les années 2020. Alors je vous affiche mon bureau de mon ordinateur où il y a une des rares photos qu'il me reste. Pourquoi? Parce que beaucoup de mes documents ont disparu, parce que j'ai eu quelques problèmes dans la vie qui ont fait que mes documents ont disparu, que certaines personnes les ont fait disparaître. Alors là, à l'écran, vous avez à gauche, on ne le voit pas très bien derrière les icônes, c'est un journaliste du journal L'Équipe qui me prend en photo et mon frère me prenait en arrière-plan pour prendre l'ensemble. Là, c'était une compétition, le championnat des Flandres du K 100 mètres steeple, car à cette époque, j'étais cadet, mais notez bien, première année. Il y a première année, deuxième année. Ensuite, il y a junior, première année, deuxième année. Mais moi, je n'ai pas été jusqu'à junior, malheureusement, car j'ai eu d'autres problèmes familiales qui ont fait que j'ai quitté la compétition juste à la fin de cette année de cadet, première année. Malheureusement. Mais je n'ai pas quitté le sport, hein. Certainement pas. J'ai fait du sport toute ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et ça continue toujours. Et là, je cherche à progresser sur le vélo et peut-être revoir à reprendre la course à pied. Alors, le jour de cette compétition où je portais le numéro 89, j'ai fini avec 300 mètres d'avance sur le 1500 mètres et j'ai battu le record des Flandres. J'étais donc devenu recordman des Flandres du 1500 mètres steeple. Et j'ai donc été qualifié, grâce à ce titre, directement au championnat de France à Colombes le 1er juillet 1972. Mes souvenirs sont encore bons. À cette époque, ça se passait à Colombes. Alors, que s'est-il passé à Colombes? J'ai encore rebattu mon record ce jour-là, en début juillet, car il s'agissait d'une piste en tartan. Et c'était tout nouveau, il n'y avait qu'à Colombes qu'il y avait une piste en tartan à cette époque, donc les pistes synthétiques. Et donc sur cette piste, moi qui courais là, comme vous voyez sur cette photo, je courais sur de la cendrée. C'était à l'époque de la cendrée, donc c'était un peu... Donc vous voyez ce que ça donne, la cendrée, c'est pas du tartan, c'est pas du synthétique. Hein. On n'a pas le même ressenti à la réception de la barrière, des rivières, etc. Et on perd donc du temps par rapport à une piste synthétique. Donc ce jour-là, j'ai quand même battu de plusieurs secondes mon record personnel. Encore une fois. Donc à chaque compétition que je me présentais, je battais mon record personnel. Donc j'étais en pleine progression pour un cadet première année. Alors ce jour-là, qui avait gagné ce championnat de France? Eh bien c'est un certain que vous connaissez encore, un certain Joseph Mahmoud, qui a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Mexico et qui a été
champion d'Europe du 3000 mètres steeple. Donc lui, il a continué. Par contre, il m'a battu cette année-là, en 1972. Il était cadet deuxième année. Il avait 1 an d'avance sur moi. Et lorsque vous connaissez, parlez-en aux entraîneurs autour de vous, la capacité d'un cadet, de sa progression de première année à deuxième année, elle est souvent énorme. Donc, normalement, en 1973, normalement, le championnat de France, peut-être même le record de cette époque, aurait été largement à ma portée. Alors, passons, comment je m'entraînais. J'avais un entraîneur général dans le club, mais qui n'avait pas de temps à accorder particulièrement à simplement un de ses élèves. Bon, d'ailleurs, on était dans le club, on ne parlait pas d'élèves ni d'entraîner, on parlait plutôt, on était tous collègues dans ces clubs. Il y avait une osmose, une familiarité dans ces clubs extraordinaire. Celle des années 70, les années Only You. Ça a bien changé aujourd'hui. Alors, Jean Rodriguez de Oliveira, cet entraîneur, n'avait pas le temps de s'occuper uniquement de moi. Donc, j'étais mon propre entraîneur. J'ai dû expérimenter certaines techniques sur moi-même. Et j'avoue que peut-être à chaque fois, ou alors j'avais la particularité de m'adapter à toutes sortes d'entraînements, ou alors j'avais mis dans le mille à chaque fois, car je progressais sans arrêt. Bon, dans la mesure où je n'étais pas un débutant, parce que j'ai commencé l'athlétisme, j'avais 8 ans. Et là, j'en avais qu'à des premières années, si je ne me trompe pas, c'est 14-15 ans. J'avais déjà 7 à 8 ans de toute petite expérience dans les pattes. C'est-à-dire qu'à cette époque, mon entraîneur, jusqu'à minime première année, m'interdisait de faire du fractionné. Je ne pouvais faire que ce qu'on appelait à l'époque de l'endurance, c'est-à-dire courir, non avec un chrono ni un cardio-fréquence-mètre parce qu'on n'en avait pas, mais c'était lorsque je pouvais tenir une discussion normale, j'étais ce que vous appelez aujourd'hui en zone 2. Donc on n'avait pas de seuil. À partir du moment où je commençais à avoir la respiration qui commençait à souffler légèrement, là je savais que j'étais au maximum du maximum de l'endurance que je devais pratiquer. Tout ceci simplement pour que je fasse progresser en étant jeune mes capacités cardiaques. Et ce génie de Rodriguez de Oliveira, mon entraîneur général là-dessus, il ne s'est pas trompé. Alors, à cette époque, il n'y avait pas de toubib comme aujourd'hui, qui était spécialisé au niveau cardiaque dans les sports. Il y en avait un tout de même en Belgique, le docteur Laude. Alors, j'ai été le voir. Le club m'a payé le voyage pour aller voir ce docteur. Et j'ai fait tous les tests chez lui. Donc, à cette époque, déjà, en cadet, il avait trouvé que j'avais un cœur vraiment hypertrophié, d'origine connue bien sûr par le sport. Donc mon ventricule gauche émettait énormément de sang par éjection. Donc j'avais une très bonne éjection systolique instantanée si vous voulez, par battement. Imaginez la fréquence systolique au bout d'une minute. Donc au niveau du litre par minute. Plus de très très bonnes capacités pulmonaires, de 6 litres environ. Pourtant, pour un gabarit de 1,70 m que je faisais à l'époque, pour 61-62 kg. D'ailleurs, vous le voyez sur la photo, je n'étais pas maigre. Hein, parce que je vais vous parler que je faisais de la musculation à cette époque. Et pourtant, si vous aviez connu ces années 70 dans le sport, il était interdit, notez bien, vous allez être surpris, vous allez vous arracher les cheveux, vous n'allez pas comprendre. Il était interdit de toucher une barre de musculation quand vous étiez un athlète. Je parle d'un coureur de fond ou demi-fond. Il était interdit de boire pendant la course. Et encore moins de manger du sucre, des glucides. Et c'est pour ça que ça me fait marrer aussi. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est que mes entraînements que je faisais, j'avais lu un petit livre, un vieux livre sur Zatopek. Zatopek était un entraîneur de cette époque. Et déjà un ancien entraîneur. Et j'avais flashé sur une des techniques qu'il recommandait pour des sportifs de demi-fond et de fond. C'est-à-dire la théorie des 20 fois 400 mètres.
Vous vous doutez qu'aujourd'hui, si on fait une recherche sur 20 x 400, énormément de sportifs de fond, de semi-marathon et de marathon font ces séries de 20 x 400 mètres. Mais moi, étant donné que j'étais un coureur de demi-fond, donc plutôt 800, 1500 jusqu'à 5000, quoique à cette époque en cadet, c'était interdit, c'était limité à 5000. Ensuite, vous aviez le droit de faire du 2000 mètres en junior. Et le 5000, c'était plus tard en senior. J'avais adapté, de par mes calculs personnels, que si je gardais 20 x 400, c'est vrai que j'en faisais peut-être un petit peu trop, mais je ne ressentais aucune fatigue. La preuve, je progressais de compétition en compétition. Vous le comprenez. Par contre, je m'imposais que 2 séances de fractionné par semaine. Le reste, c'était quasiment du footing tous les jours. Le footing, c'était mon endurance tous les jours, entre 10 à 15 km, en étant cadet. Alors, quand je ne faisais pas ces séries de 20 x 400, je faisais 20 x 200 mètres. Maintenant, on va parler en quelle fraction. Aujourd'hui, vous parlez en VMA pour les athlètes, pour les coureurs à pied, etc. Parce que ça intéresse aussi les cyclistes, parce qu'en fait, tout ce qui est valable en course à pied est aussi valable en cyclisme, hein, je peux vous le dire. Les filières énergétiques, ce sont des filières énergétiques. Alors, la vitesse, ma VMA, lorsque je courais ces 20 x 400, était environ de 25,2 km/h. Vous avez noté, 25,2 km/h en cadet. Je tournais ces 20 x 400 mètres en 55 secondes à 57-58 secondes maximum, tous, avec une seule minute de récupération. Vous imaginez l'effort que je faisais. Et j'arrivais, par habitude, ensuite à faire ce planning. Et j'étais performant, notamment sur 800 mètres, sur 1500 mètres steeple. Le 1500 mètres, il n'y avait pas en cadet à cette époque, ça se limitait aux 800 mètres. Alors je continue sur mon entraînement. Alors là où je me faisais toujours contredire, même parfois engueuler, parce que j'étais jeune à cette époque, 15 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Mon entraîneur me disait toujours que j'ai une tête de mule. Il disait que j'allais me cramer parce que je faisais du squat. Je faisais du squat clavicule, je faisais du squat complet, bien sûr, dorsal. Il me répétait sans cesse que c'était contre-productif. Et moi, j'ai tout de même continué. Alors, je ne faisais pas exclusivement de la force. Je faisais déjà à cette époque de la résistance-endurance parce que je me disais, si je répète le mouvement avec une charge plus légère de façon dynamique, pour sauter mes haies, je vais avoir de l'explosivité et je vais pouvoir enchaîner des haies, des haies, des haies, des haies sans arrêt, sans me fatiguer. Ma fibre musculaire va s'adapter. Eh bien, j'étais avant-gardiste sur ce qui allait se passer à cette époque. Donc je parle d'entraînement qui était en 1971. Alors, preuve que la musculation, certains entraîneurs m'ont dit, oui, ça a beaucoup de bénéfices, parce que ce petit gabarit d'1m70 à cette époque, aujourd'hui, excusez-moi, 1m69, oui, 68 balais, j'ai perdu 1 cm, même si je m'étire. Il passe au saut en hauteur en Fosbury à 1m87. Avant de passer cette barre, je marchais dessous et on voyait une bonne quinzaine de centimètres et la barre était au-dessus de moi. Je pouvais la regarder par-dessous. Et je passais cette barre à 1m87, j'ai fait. Et lorsque je passais cette rivière de steeple, j'étais le seul et unique à terminer avec mes pointes, c'est-à-dire mes chaussures de sport complètement sèches. Et la hauteur des rivières et des poutres, c'est 91 cm. Lorsque je posais le pied dessus, je prenais mon extension et je sautais environ 4 mètres en longueur, ce qui me permettait de déposer mon corps à l'extérieur de la rivière qui mesure 3,66 m d'eau en longueur. Vous avez vu? Donc je posais mon pied d'appui, le premier appui, à 20 ou 30 cm en dehors de cette rivière. D'où la particularité de faire mon 400 mètres, de faire mes tours de piste en ayant, et c'est très important, les pieds toujours au sec par rapport aux autres qui carrément avaient de l'eau jusqu'au mollet. Et pour le peu que l'eau dans le nord de la France était glacée, eh bien ça frigorifiait les muscles. Alors ensuite, quelle petite trouvaille j'avais faite? Je réfléchissais, j'adaptais. Je me dis, pour sauter des haies, pour peut-être avoir beaucoup plus d'aisance et de travailler ma foulée, alors j'avais créé ce système un petit peu débile, parce qu'on me prenait pour un fou, un débile. J'avais coupé des morceaux de chanvre à air
d'un vieux vélo. À l'époque, c'était même pas les VTT, ça existait même pas les VTT. C'était pas encore sorti. Les grosses chambres à air de vélo, qui étaient à peu près de la taille des VTT. Et puis, je mettais du sable dedans, à environ 500 grammes de sable. Avec un morceau de fil de fer, je liais ces chambres à air et je les attachais autour des chevilles, en bas de mes pieds. Et vous savez ce que je faisais? Eh ben, je faisais 10 km de footing en vitesse d'endurance, pas très vite, et je m'amusais à sauter des haies que je mettais et les poutres, et ainsi que la rivière de Stiple. Et lorsque j'avais fini ce 10 km à allure relativement lente, j'enlevais ces pieds lestés, mais je vous prie de croire que j'avais une impression de voler. C'est impressionnant. J'avais obtenu une superbe foulée en moins d'une année. Et grâce à ça. Malheureusement, la vie a fait que, forcément pour des besoins familiaux, mais pour que je puisse un peu me retirer de l'aspect familial, parce que j'ai peut-être pas eu la chance dans ma vie d'avoir peut-être tous mes vœux s'exaucer par rapport au milieu familial, j'ai quitté ma famille en m'engageant dans l'armée, à la base aérienne 726 de Nîmes. Et c'est là que j'ai arrêté ma carrière de sportif. Je continuais à faire du sport, d'autres disciplines, j'ai fait beaucoup de sports de combat, j'ai fait du foot, j'ai fait du hand, j'ai fait du basket, j'ai fait du vélo, etc. Et voilà, donc par contre, je crois que sérieusement, j'ai mis à mal tout ce que je pouvais faire au niveau de l'athlétisme, et notamment de ces futurs Jeux Olympiques qui se présentaient à Mexico. Car je sentais, on le sent, on l'a en soi, je sentais que j'avais tout le potentiel pour faire facilement cette sélection au JO de Mexico sur 3000 mètres steeple. Car de KD1 jusqu'à Senior 1, Senior 2 pour la date du JO, il me restait 4 à 5 ans pour y arriver. Alors j'ai ensuite fait des rencontres espoirs que j'ai gagnées aussi. Voilà, en ce qui est du palmarès. Alors on revient à la vidéo de Tristan. Alors vous comprenez mieux maintenant qu'au travers de ce que je vous ai raconté sur ma vie personnelle et puis sa petite carrière d'athlétisme que j'ai faite, c'est que ce que raconte Tristan, c'est vraiment réel. C'est qu'en définitive, les seuils n'existent pas au sens propre où beaucoup pourraient le comprendre. Ce qui veut dire que ça remet la lactatémie en cause. Car la lactatémie, c'est un seuil, c'est donc un gouffre qu'il y a ensuite. Et ça ne se passe pas comme ça dans l'organisme. Comme Tristan l'explique bien aussi dans différentes vidéos, la notion de seuil n'existe pas parce que il y a un phénomène de yo-yo qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Lorsqu'une filière s'arrête, c'est que déjà une autre a pris la rescousse de l'autre côté pour subvenir à nos besoins. Bien sûr qu'il existe une limite, c'est celle de courir le plus vite possible en essayant de courir le plus longtemps possible. Là, vous savez qu'arrive un moment où on va tomber, littéralement. Là, c'est la seule limite qu'on peut s'imposer. Maintenant, en ce qui concerne l'accumulation des lactates, comme Tristan le parle, comme d'autres entraîneurs en parlent aussi, eh bien, ce n'est pas forcément tout ce que pensent sur l'accumulation de ces lactates. Car ces lactates, ces accumulations de lactates, le corps sait très bien les resynthétiser par d'autres filières bien expliquées par Tristan. À l'intérieur de nos cellules, il y a ce fameux cycle de Krebs qu'on apprend tous les éducateurs et qui, avec les mitochondries, a un rôle essentiel justement pour resynthétiser ces lactates en énergie. Première petite conclusion, si aujourd'hui, en cadet, première année, je voulais faire l'entraînement que je faisais, beaucoup leveraient les bras au ciel. Et pourtant, j'ai performé. Vous le voyez bien dans cette vidéo. Ça ne m'a pas empêché de performer. Et pourtant, j'ai quand même mis à mal tous ces phénomènes de seuil que vous tous, vous parlez aujourd'hui. Alors, personnellement, est-ce que moi, je cherche à regarder mes pulsations sur mon Garmin lorsque je fais, par exemple, 6 heures de vélo? Par exemple, je décide de faire de l'endurance, ou vous appelez ça de la zone 2. Non, non, je m'occupe principalement de mon ressenti. C'est ça qui est important pour moi. C'est le ressenti le jour même où je travaille à l'instant même. Je peux revoir chaque condition de mon entraînement à chaque instant où je suis en train de le produire. Alors, comme Tristan se plaît à le dire et il a raison, est-ce que pour un débutant, quelqu'un qui évolue au niveau
alors on va dire régional, ou juste en dessous du niveau national, est-il vraiment nécessaire de prendre à la lettre et de devenir hérétique à tel point de ne travailler qu'avec de la lactatémie, avec des pourcentages très stricts à ce niveau? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Car que vous fassiez ça, que vous auriez fait autrement, je pense que vous auriez probablement le même niveau. Et j'en suis une preuve parlante. Car qu'on ne me dise pas qu'en cadet première année, j'aurais pu faire plus que ce que je n'ai fait, évoluer au plus haut niveau français alors que j'étais à cadet de première année. Et ce jour-là, sur la ligne du championnat de France, j'étais le seul cadet première année. J'étais le genou sur cette ligne. Alors bien sûr que c'était reconnu, ce docteur Lode, que j'ai été voir en Belgique, avait conclu que j'avais des constantes physiologiques relativement exceptionnelles. Car en plein effort, je montais jusqu'à 220 et au repos, j'étais autour de 30, 31, maximum 32 pulsations par minute. Et j'ai été faire mon électrocardiogramme test effort, donc dans une clinique spécialisée il y a environ 6 mois maintenant. Et il y avait 4 cardiologues qui étaient intéressés de voir un peu la bête dans le corps. Et puis bon, bien sûr, ils m'ont dit qu'ils étaient encore étonnés et que s'ils donnaient l'âge de mon cœur, j'avais un cœur d'une personne de 25 à 30 ans. Voilà. Et pourtant, il a pompé un maximum dans la vie. Est-ce que le sport, je ne l'ai jamais arrêté, j'en ai fait mon métier. Vu comme vous savez, je l'ai expliqué, j'ai été éducateur sportif en milieu carcéral. Et je faisais un match de foot le matin et un match de foot l'après-midi. Et ensuite, par moment, j'entraînais les gars à courir aussi et je courais avec eux. Parce qu'en milieu carcéral, il faut savoir s'imposer, donc il faut montrer ce que vous savez faire pour qu'on vous suive. Et c'est comme ça, c'est la loi de la jungle un peu. Alors ce qui est extraordinaire aujourd'hui, que beaucoup de gens auront du mal à croire, c'est que pendant que je faisais ces 20 fois 400 mètres dans ces entraînements, on va dire marathon, à la Zatopek exactement, je ne buvais pas une goutte d'eau. Et je ne prenais aucune barrette. C'est pour ça que vous m'envoyez choqué lorsque j'entends certaines personnes qui disent « il faut prendre 120 grammes de glucides par heure ». Mais malheureusement, donc alors, vous êtes humain et moi j'étais un alien, c'est ça que vous voulez dire? Parce que normalement, d'après ce qu'on vous dit, d'après ce qu'on lit dans la documentation aujourd'hui, je devrais être mort aujourd'hui. Complètement déshydraté, dénutri et être tombé en hypoglycémie. Non, ça n'a jamais été le cas une seule fois dans tous mes entraînements. Donc, ces réserves dont je vous ai déjà parlé, elles sont énormes. Et je pense que peut-être demain, on découvrira que, peut-être pas chez tout le monde, mais chez certains athlètes, ils ont des réserves beaucoup plus grosses que la norme maximum. Ou alors, c'est qu'ils vont peut-être encore piocher sur quelque chose que l'on ignore encore aujourd'hui. Tout ça, c'est possible. La recherche, c'est la contradiction. C'est ce qui est donné aujourd'hui comme vrai, demain sera rendu comme fausse. Parce qu'il y a la contradiction. Bien que, attention, je mets ça entre guillemets, vous avez vu que depuis 2020, sur la science, et on le voit dans le côté médical, tout le monde n'a plus son mot à dire. C'était un illustre professeur il y a un jour, et dès le lendemain, à partir du moment où il y a une doxa qui s'installe, cette personne devient elle-même un renégat. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. Point barre. Conclusion, la science, comme le dit Tristan sans en parler, il parle quand même de science, c'est justement la contradiction. Parce qu'il y a toujours des cas qui vont venir contredire ce qui est pris pour être le mainstream. Alors, pour revenir sur le repos, active ou passive? Est-ce que d'après vous, j'étais actif ou passif à cette époque? Lorsque j'avais fini, par exemple, cette série de 20 fois 200 et 20 fois 400. Et parfois, c'était des séries de 1000 et des séries de 500 surtout. Eh bien oui, j'ai senti ce que vous pensiez. J'étais en repos passif. Parce que je ne trouvais pas l'utilité de refaire un petit footing. Pourquoi? Je réfléchissais moi-même, je me disais, mais pourquoi je vais recourir alors que je viens de bien m'épuiser à faire un superbe entraînement? Qu'est-ce que ça va me donner de faire ce qu'on appelait à l'époque un retour au calme de 10 à 15 minutes? Rien du tout, vu que c'était très 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 nettement en dessous de l'allure où je courais, c'est-à-dire des 25,2 km/h de moyenne sur chaque 400 mètres. Alors la seule chose que je faisais la veille de ma compétition, c'est que j'allais me taper une dizaine de 100 mètres. Je les faisais, disons, à 80% environ.
de mon maximum. C'était justement j'avais une impression que en 24 heures, j'avais un tout petit phénomène de surcompensation qui me mettait peut-être un petit peu plus meilleur que je l'aurais pu l'être. Et probablement, psychologiquement, c'est que ça me rassurait beaucoup aussi. De savoir que, merde, je viens de faire ces 10 fois 100 comme une merde, quoi. Je viens de faire ça, mais j'ai vraiment même pas d'essoufflement. Donc ça me rassurait peut-être aussi. Par contre, ça ne m'enlevait pas d'énergie, vu que je performais. Et je battais. La preuve, c'est que à chaque course, je battais mon record de 1 à 2 secondes. Voyez, comme Tristan, je viens aussi mettre un coup de pied dans la fourmilière des filières énergétiques. Donc, les seuils lactiques n'existent pas. Ils existent, mais comme je vous ai dit, il y a vraiment une borne basse et une borne haute. Tant que vous restez dans ces limites, que vous dites, bon, je vais faire 20 x 400, mais à mon maximum. Non, bon, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que personne au monde ne peut faire 20 x 400 à chaque fois à 100%. On ne va pas revenir là-dessus, ça tout le monde le sait. Maintenant, descendre en dessous et rester dans une certaine marge, ça, tout le monde peut le faire. Sans fréquence, sans cardio-fréquence-mètre et même sans chrono quasiment. Au ressenti, on pourrait. Moi, je voudrais faire la preuve que je peux vous dire qu'on peut s'entraîner uniquement par le ressenti, sans cardio-fréquence-mètre et sans chronomètre. D'ailleurs, une anecdote, sur ces 20 x 400, il y avait quelqu'un qui me chronométrait. C'était soit une jeune fille du club ou un mec du club qui venait et il me chronométrait, ils étaient gentils. Donc ça prenait quand même du temps. Hein. Et ça prenait 40 minutes, hein, la séance. Avant qu'elle me donnait le temps, ou il me donnait le temps, je disais avec une marge de 5 dixièmes le temps que j'avais fait sur ce 400. Pour vous dire à tel point où j'étais un métronome. Je vais aller un petit peu plus loin. Donc, à notre époque, est-ce qu'on serait capable de faire ça? Non, avec toute l'aide qu'on a et que vous avez, il est impossible à quelqu'un de faire 20 x 400 et demander combien tu as fait. Il faut qu'il ait un chrono dans la main, le mec, pour savoir combien il va courir son 400, par exemple. S'il doit aller faire une 5, une 6, une 4, je ne sais pas, peu importe. Ça dépend de la discipline. Marathon, semi-marathon, 400 ou 800. Or, aujourd'hui, c'est sûr qu'un coureur de 800-400, il n'en fera pas 20. Hein. Il en fera 10. Voire même 2 séries de 5. Parce que c'est peut-être plus adapté. Mais est-ce qu'en réalité, en respectant les filières et les seuils qui lui sont imposés, parfois comme une hérésie, est-ce qu'il ne se trompe pas justement? Est-ce que peut-être en mettant un petit peu plus, il aurait poussé son corps dans d'autres retranchements, une autre adaptation progressive, comme on parle souvent dans mes vidéos, et qu'il aurait pu être meilleur et battre ses propres records personnels, comme je l'ai fait personnellement. Conclusion pour terminer cette vidéo, la science sur le corps humain n'en est toujours qu'à ses débuts. Car peut-être d'ici 50 ans, un siècle ou 2, pour faire du sport, il s'agira peut-être d'aller dans la physique quantique, dans l'infiniment petit de notre corps humain, pour découvrir ce qu'il s'y passe et pour performer. Dans ce cas-là, avouez qu'on sera peut-être des robots injectés de puces. Un petit message pour tous ceux qui seraient hérétiques des filières. C'est gentil, hein, c'est pas une attaque personnelle hein, du tout. Hein. J'ai un franc-parler et c'est tout, je le fais valoir. Eh bien, calmez vos ardeurs, justement, en vous disant que demain, ce que vous avez appris aujourd'hui, ça sera plus valable. Je peux vous le garantir. Voilà. Conclusion des conclusions. Comme Tristan et d'autres, faites vos propres recherches personnelles, adaptez-la à vos entraînés, adaptez-la à vous-même et vous découvrez des choses simplement par le ressenti. Allez, bonsoir et à la prochaine. C'est vrai que je vous ai promis une vidéo sur la musculation spécifique, sur le vélo et aussi un petit peu la course à pied.